Bonjour et bienvenue dans So What. Fouzi, qu'est-ce que tu as fait toi cette semaine? Je suis allé au musée Wurth pour voir une expo organisée dans le cadre de la seconde biennale internationale du verre. Et dans cette expo, on découvre que le verre, qui est un matériau assez commun, lorsqu'il est entre les mains d'artistes expérimentés, devient quelque chose de formidable. Tout de suite dans So What. Alors cette biennale internationale est effectivement internationale à mesure où elle s'est transportée l'été dernier à Venise, dans un palais vénitien, le Palazzetto Bruzzane, et elle était également au musée du verre de Murano. Strasbourg, capitale du verre, nous avions initié en 2006, qui s'est reproduit en 2007, puis c'est devenu Biennale du verre en 2009, puisque tous les 2 ans ça a lieu maintenant, et c'est devenu Biennale internationale du verre cette année. Cette biennale a lieu donc maintenant en Alsace sur 12 sites différents. Le musée Wurth où nous sommes est d'un des lieux phares, mais il y aura aussi l'école des arts décoratifs, le conseil régional général, la cour des Beuclins depuis une semaine présente également des œuvres d'un des artistes que nous proposons pour cette biennale. Et en tout, 12 lieux présenteront les artistes jusqu'au 28 novembre de façon officielle, mais certaines expositions se poursuivront jusqu'en mars 2012, comme ici au musée Wurth. Les artistes qui travaillent le verre sont aujourd'hui des artistes qui ont des difficultés à se faire reconnaître comme artistes à part entière. On les ramène souvent de façon non péjorative, mais de façon réductrice, j'allais dire, pour eux, artistes, et les élèves des arts décoratifs, comme une Annalise Doun qui est présentée ici, sont des élèves d'écoles d'art, au même titre que n'importe quel médium. Ils savent utiliser aujourd'hui le verre quand ils en ont appris la technique. Et on n'appelle pas un artiste qui travaille le marbre un marbrier ou un artiste qui travaille le bronze un bronzier. Donc il n'y a pas de raison d'appeler les artistes verriers, les artistes qui travaillent le verre des verriers. Ce n'est pas une attaque par rapport au verrier, mais c'est simplement, ce sont des artistes ou des sculpteurs, comme les autres sculpteurs. Ils utilisent le verre comme on utilise n'importe quel autre médium pour travailler l'art. En fait, pour nous, le verre, c'est le matériau du futur. L'autre jour, j'avais un artiste qui me disait, dans les œuvres, on a l'impression d'être à la fois en dehors et en dedans. Et c'est vrai que le matériau verre, si vous regardez les architectes, s'en servent énormément, les urbanistes s'en servent énormément. C'est un matériau qui est évidemment devenu aujourd'hui incassable, inrayable, colorable, recyclable. Ils sont micro-tuilés, donc il y a des verres qui sont fabriqués micro-tuilés, donc ils sont auto-nettoyants. Donc la potentialité du verre est énorme. Et ici, il y a des verres aussi dichroïques qui changent de couleur en fonction de la lumière. Il y a d'ailleurs une œuvre présentée ici au musée Wurth qui est de Kikei Mukaido, qui est une œuvre dichroïque. Et donc le verre a une technologie aujourd'hui qui évolue beaucoup, et là nous avons voulu présenter des verres, mais aussi des techniques qui sont utilisées par les artistes, et nous avons aussi bien du verre plat que du verre soufflé, ou de la pâte de verre, ou du verre au chalumeau, toutes les techniques, ou la fibre de verre, toutes les techniques, c'était pas une volonté absolue d'avoir toutes les techniques, mais par hasard les artistes qui nous ont choisis utilisent un peu toutes les techniques, et c'est d'ailleurs très très bien, ça prouve que le verre est maintenant devenu complètement protéiforme. Et on passe d'un verre à un autre, on passe à celui qu'on est allé boire avec Fouzi au Molly Malone's en compagnie de Kennedy Street. C'est un groupe strasbourgeois qu'on a rencontré pour vous. Regardez. On a choisi le Molly Malone's parce que c'est ici que Kennedy Street est né. C'est-à-dire au départ en formation acoustique et j'essaie de me souvenir au mieux des personnes qui étaient là au départ, voilà, qui ont cru en nous et qui nous ont fait confiance. Pourquoi Kennedy Street? Parce que Kennedy, le président Kennedy, c'était le premier à être tolérant au niveau des Afro-Américains, ouvrir une brèche là-dessus. Donc on voulait l'idée de tolérance dans le groupe. Et Street, parce que la rue, on fait de la musique populaire, donc la musique pop-rock. Donc voilà, ça rassemblait les deux idées, tolérance et musique populaire, donc accessible à tout le monde.
On a toujours envie d'être original, mais quand on écoute, on dit ah ouais tiens c'est peut-être un plan de tel groupe ou tel machin, donc en fait c'est un mélange de tout. Hein. C'est une musique un peu plus accessible à tout le monde, la pop, donc c'est populaire évidemment. Donc on fait pas des trucs extraordinaires, on cherche pas à compliquer trop les choses, je pense, mais on essaie d'être efficace et d'être le plus mélodique possible quand même. C'est un carré vert. Non, c'est le premier CD de Kennedy Street qui est sorti en septembre. Voilà, donc c'est un 7 titres donc qui contient 3 des chansons qu'on a faites tout à l'heure. On l'attendait, il est venu. C'est notre petit bébé, on est content. La pochette, les photos ont été faites par Sandra Klein. Voilà, c'est important de le dire. Et l'enregistrement par Didier Oubre au studio Downtown à Strasbourg. Voilà. Et tant qu'on y est, c'est aussi bien si je pouvais parler de choses un peu plus gaies. Chanter l'amour le vrai. La scène c'est plus important parce que c'est le live et live c'est vivant, c'est la vie, donc c'est la communication avec le public, on véhicule les émotions, le plaisir, les rires, tout ce qu'il y a à l'intérieur, donc le studio c'est important pour que les gens puissent avoir chez eux une trace, mais la scène, ouais. Moi après... C'est là qu'il y a une cohésion aussi vraiment... entre les différents membres du groupe, parce qu'en studio on est tous dans des petites cages et c'est plutôt impersonnel en fait, alors que sur scène c'est magique. Hier soir encore, son héroïne, le serrait si fort en disant la suite pour Kennedy Street, c'est pouvoir jouer à l'extérieur de l'Alsace. Donc déjà le Grand Est dans un premier temps, et puis pourquoi pas la France, la Belgique, la Suisse. Et ça sans prétention, mais c'est vraiment une envie à nous de pouvoir jouer, vraiment. Et on prévoit déjà l'enregistrement du prochain album. Voilà. Jimmy déformé, tu pleures sur le cuir de ta Chrysler. Là-bas le soleil s'écoule dans la mer. Olivier Gourmet, dans L'exercice de l'État, interprète un ministre des Transports, et c'est bien la première fois que j'ai un ministre dans mon lit. C'est tout de suite et c'est dans SWAT. Bonjour Olivier, comment ça va? Très bien, merci. Alors est-ce qu'on se voit ou est-ce qu'on se tutoie? Oh, comme tu voulais, comme tu voulez, comme tu voulez, comme tu veux. Olivier, tu joues un homme politique dans ce film, alors que d'habitude on te voit plutôt dans des rôles de prolos, de prolétaires. Est-ce qu'il y a eu une certaine excitation? De passer de prolétaire à un ministre de la République, non, pas spécialement. Il y avait... parce que ce qui m'intéresse, c'est quand même toujours le côté humain des personnages, profondément humain. Donc les vraies émotions, les vrais personnages, pas uniquement pas les héros formatés, fabriqués, préfabriqués. La complexité des sentiments, des humeurs, de l'homme, de l'âme humaine, des ressorts humains. Vous qui avez côtoyé un ministre pour vous inspirer du rôle, oui. Est-ce qu'il joue? Est-ce que les ministres sont en représentation dans le sens théâtral? Alors il y a du bon et du mauvais théâtre. Oui, il joue, c'est clair. C'est d'ailleurs une des premières choses que cet homme politique m'ait confié, c'était que, pas qu'il jouait, mais qu'il ne pouvait plus être totalement lui-même. À partir du moment où on n'est plus totalement soi-même, en tout cas d'apparence et de caractère, d'humeur, ça veut dire qu'on adopte une autre attitude. Donc quelque part on joue.
Enfin, on joue. On adore. Hein, il me disait, voilà, moi je suis quelqu'un de plutôt plus extraverti que je ne suis, que ce que je me montre, de beaucoup plus jovial, de beaucoup plus blagueur. Mais voilà, quand je suis en fonction, à l'extérieur, que je dois prendre la parole, etc., quelque part j'essaie de rester le plus moi-même, donc de garder ce côté plus extraverti et plus blagueur, mais je dois me réfréner. Donc ils sont en représentation. Maintenant, est-ce que c'est du théâtre pour autant? Je sais pas, c'est comme nous, on est parfois appelés à... Ah zut. Oui, à zut. C'est pas moi qu'on appelle. Mais moi non plus. Zut. Les films vers lesquels aujourd'hui les producteurs vont, ou en tout cas la majorité des productions, vont sur les films grande écoute pour le 20h, etc. Ils ne sont pas toujours les films qui, moi, m'intéressent le plus. Et donc ce cinéma, que moi je trouve de qualité, sensible humainement, a de plus en plus de mal à trouver des financements. Et donc c'est peut-être une voie, une race en voie d'extermination. Donc il faut rester vigilant. Donc ça pourrait être une cause de mon arrêt, c'est de ne plus avoir de bons scénarios. Dans cette émission, pour l'arrêter, il y a un principe très simple. Alors, cette émission, on l'a passée en se tutoyant, en se vous voyant. Donc, vous. On a tu vous. Voilà. Donc, vous, pour arrêter, pour finir cette émission, il suffit d'éteindre la lumière. Pour cela, il faut claquer des mains. Ah ouais. Donc, je laisse l'honneur. Bon, comme tu veux. Ouais, Olivier, faut que je te laisse là. Attends, c'est Olivier Gourmet? C'était te toi le laisse. téléphone? Ok, so what, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci la vie. Merci l'amour. Salut. Allez.